Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'African Newsroom. Cette semaine, nous nous intéressons aux défis politiques de la République démocratique du Congo, avec notre premier dossier du jour qui sera consacré à la problématique de l'application de l'accord du 31 décembre 2016. En programme également de cette émission, la conférence d'entente nationale s'est achevée au Mali. Plusieurs résolutions ont été prises pour améliorer la gouvernance et rétablir la sécurité. En Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir, est plus que jamais divisé suite au remaniement ministériel qui a provoqué le renvoi du ministre des Finances, Pravin Gordhan. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Tikpi Atchadam, vous êtes président du Parti national panafricain. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et avec nous également Francis Kalombo, vous êtes député frondeur de la majorité en République démocratique du Congo. Bienvenue. Merci. Et notre éditorialiste Jean-François Gandhi-Combé. Bienvenue Jean-François. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite l'actualité du jour. La première phase de la conférence d'entente nationale malienne s'est achevée ce dimanche 2 avril à Bamako. Des recommandations ont été faites qui doivent aboutir à la rédaction d'une charte de réconciliation nationale. Mais la question du statut de l'Azawad, appellation donnée au nord par les ex-rebelles, reste en suspens. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La première conférence d'entente nationale qui a réuni pendant une semaine tous les Maliens a pris fin ce dimanche 2 avril 2017 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Une cérémonie riche en couleurs avec un hommage des femmes de Kidal au chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta et l'hymne national entonné en chœur. La conférence qui avait commencé sans la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad et l'opposition politique affiche complet à l'arrivée finale du train de la réconciliation nationale. Durant toute la semaine, ce sont les voix du Mali pluriel qui ont résonné sous les voûtes du Palais de la Culture. Des voix qui ont parfois exprimé la colère, le dépit, le désarroi et le ressentiment. Des voix qui ont unanimement annoncé que le Mali se redressera car tel est son destin, Inch'Allah. La discrimination positive à l'endroit des jeunes, mais aussi des personnes handicapées, l'amorce d'un dialogue avec les populations à la base ont été les recommandations issues de cette conférence. Seul bémol, le consensus n'a pas été trouvé sur la question de l'Azawad que les ex-rebelles du Nord Mali souhaitent un statut politique et juridique. Le terme de l'Azawad ne renvoie plus à un projet politique. Ceci a été dit par les représentants des partis signataires, mais aussi par des populations représentant les citoyens vivant dans toutes les régions du Mali. Deuxième chose, c'est que l'appellation Azawad, au plan administratif, ne peut englober toutes les régions dites du Nord. Cette conférence qui a eu lieu du 27 mars au 2 avril 2017 aura permis à tous les Maliens de se retrouver afin de discuter des problèmes qui minent les pays, tant au nord qu'au centre. La conférence a pris en compte les propositions de discussion avec les groupes terroristes de Amadou Koufa et de Iyad Agali. Les conclusions des travaux ont été remises au chef de l'État qui a promis poursuivre les consultations afin d'aboutir à la charte de la paix, de l'unité et de la réconciliation nationale. Jean-François, au final, toutes les couches de la société malienne ont participé à cette conférence, même la conférence des mouvements de l'Azawad. Est-ce qu'on peut parler de réussite ? De ce point de vue-là, je pense qu'on peut parler de réussite parce que je pense que, en fin de compte, la voix qui doit porter, c'est la voix des Maliens, et des Maliens représentés dans toute leur diversité. Et pas seulement un petit groupuscule de personnalités qui se retrouvent autour d'une table de négociation à raison du fait qu'ils ont pris des armes, qu'ils ont massacré, qu'ils tiennent une portion de territoire. Donc je pense qu'il était important que les Maliens, dans leur représentativité, on peut toujours discuter de cette représentativité, hein, mais en attendant, toutes les couches de la population étaient représentées. Et je pense que c'est le gain de cette réunion. Maintenant,
il reste les principes. Il y a un certain nombre de résolutions qui ont été prises, de recommandations, de points de dissension qui sont apparus. Moi, je retiens personnellement, parce qu'il y a de nombreux points, nous n'avons pas le temps d'en discuter toutes, mais je retiens notamment quelque chose qui n'était pas dans le reportage et qui figure parmi les recommandations, les résolutions, c'est la criminalisation de ceux qui porteraient des revendications en étant armés, la criminalisation des mouvements armés. Ceci m'apparaît extrêmement important c'est une avancée dans ce contexte-là. Maintenant, est-ce que ça va être mis en œuvre et comment ça va être mis en œuvre? Je pense qu'à partir d'un moment, ce n'est pas seulement le cas au Mali, c'est le cas, c'est ce que je pense pour beaucoup de conflits que nous rencontrons, y compris en Afrique centrale d'ailleurs, mais il arrive un moment où il faut rompre avec le cycle de violence. Et pour rompre avec cela, il faut criminaliser, il faut lutter contre l'impunité. Malheureusement, les victimes sont un peu les laissés pour compte de cette réunion, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la poursuite des crimes qui ont été commis pendant ce temps-là. Mais c'est un mouvement positif et il était bon qu'après avoir négocié l'arme sur la tempe, on vienne consulter les Maliens et qu'on leur demande quel est leur sentiment. Et c'est notamment en raison de ce sentiment, j'aurais terminé là, que l'Azawad n'a pas réussi son opération, sinon de charme, au moins de captation d'une partie du pouvoir pour revendiquer demain le fédéralisme. Voilà, on lui reconnaît un statut culturel, historique, mais pas politique et juridique. Pas politique et à la demande, parce que les représentants de différentes couches maliennes y étaient opposés aussi. Francis Kalombo, que pensez-vous de cette conférence d'entente nationale au Mali? Oui, je pense qu'il faut d'abord commencer par féliciter le président malien, puisque arriver là où il est arrivé, ce n'est pas facile. Et deuxième point, je sais que pour commencer la guerre, c'est facile, mais faire la paix, c'est toujours difficile. Ça, c'est un grand pas vers la paix. J'espère que aujourd'hui, c'est vrai que les gens étaient un peu... cette première rencontre. Je pense qu'il y aura d'autres pour qu'à la fin, qu'il puisse y avoir quand même la paix réelle qu'on a connue. Sinon, l'Afrique un peu partout. Et il y a un point qui vient de soulever, le point de la criminalité. Vous savez, si aujourd'hui en Europe il y a la paix, c'est parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Nuremberg. Qu'est-ce que nous constatons en Afrique? Les gens qui ont pris des armes, qui ont tué, du jour au lendemain, ils deviennent au pouvoir, on leur donne des postes, mais qu'est-ce qui arrive? On voit que les autres font la même chose, on le voit en République démocratique du Congo, on le voit en République centrafricaine, on le voit un peu partout. Donc il faut qu'à un moment donné, nous prenions le devant, que nous puissions nous regarder en face, puisque quand on tue, ce sont des hommes, ce sont des êtres humains. Il ne faut pas tuer pour demain accéder au pouvoir, mais il y a des moyens pacifiques qu'il faut utiliser pour lutter et accéder au pouvoir, plutôt que d'utiliser des armes et tuer. Un mot rapide, s'il vous plaît. Oui, mais ce qui s'est passé au Mali, je crois que c'est déjà une réussite. Un dialogue inclusif, c'est déjà une garantie pour l'avenir. Mais j'ai entendu une phrase qui m'a beaucoup intéressé, une phrase marteau. Le terme Azawad ne renvoie plus à un projet politique. Mais au-delà de ce qui s'est passé au Mali, il faut s'interroger sur ce qui s'est passé au Mali. Ce qui s'est passé au Mali nous révèle la fragilité du continent africain. Sommes-nous aujourd'hui capables d'assurer notre propre sécurité? La question est là. Parce qu'on ne peut pas, au moindre risque, à la moindre crise, recourir à l'occupant d'hier. Et donc, moi je pense que c'est vrai, la solution est en train d'être trouvée, mais il n'y aura pas de sécurité en Afrique s'il n'y a pas de sécurité collective. La sécurité africaine sera collective, ou bien elle ne le sera pas. Merci. Dans l'actualité également, en Afrique du Sud, le remaniement ministériel effectué par le président Jacob Zuma soulève la contestation, aussi bien dans l'opposition qu'au sein de la majorité. Toute une partie de l'ANC, le parti au pouvoir, désapprouve cette décision qui a notamment provoqué le renvoi du ministre des Finances Pravin Gordhan. Sharon Kamara. Crise à l'ANC suite au remaniement ministériel. Le 30 mars dernier, le président Jacob Zuma a procédé à de nombreux changements au sein du gouvernement et notamment au licenciement du ministre des Finances, Pravin Gordhan. Une annonce qui a provoqué la colère de plusieurs barons du parti, dont le vice-président Cyril Ramaphosa. J'ai fait connaître mon opinion. Un certain nombre d'autres collègues et camarades ne sont pas satisfaits de cette situation, particulièrement du renvoi du ministre des Finances, qui servait le pays avec honneur et excellence. Pravin Gordhan était en conflit ouvert depuis plusieurs mois avec le président Zuma, impliqué dans de multiples affaires de corruption. Son renvoi a provoqué la contestation de l'opposition, qui y voit la volonté du président de renforcer son contrôle sur les finances du pays.
Le portefeuille des Finances qui a d'ailleurs été attribué à un proche, le ministre de l'Intérieur Maloussi Gigaba. Jacob Zuma est dans une bataille depuis longtemps. Donc aujourd'hui, il a besoin de se renforcer en mettant les gens sur lesquels il peut compter, donc en mettant ses proches qui lui sont inconditionnels. En nette perte de vitesse depuis son revers aux élections locales de 2016, l'ANC est écartelée entre les soutiens du président Jacob Zuma, partisan d'une transformation radicale de l'économie, et une aile plus modérée incarnée par Pravin Gordhan et Cyril Ramaphosa. Des divergences exacerbées par la course engagée pour la succession du chef de l'État, qui doit quitter la présidence de l'ANC en décembre dans la perspective des élections générales de 2019. Jean-François, comment expliquer que le renvoi de Pravin Gordhan, le ministre des Finances, soulève autant de contestations et de colère, à la fois dans l'opposition, mais aussi au sein de l'ANC, le parti au pouvoir? Mais d'abord, je pense que c'est une dizaine de ministres qui ont été remerciés dans cette opération. Le renvoi, enfin la révocation de ce ministre est un acte symbolique fort dans le contexte sud-africain pour différentes raisons. Je pense qu'il y a des raisons dont il n'a pas été, une raison dont il n'a pas été question dans le reportage, mais qui est la justification de Jacob Zuma, et qu'on pourrait considérer, cette opération pourrait être considérée comme la liquidation de ce qui reste de l'héritage de Nelson Mandela. Dans ce qui a été négocié pour la sortie de l'apartheid, une forme d'équilibre du pouvoir entre le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir de la terre, et Jacob Zuma s'explique en disant qu'il est temps de révoquer cela et que la majorité, ce qui représente la majorité de la population, c'est-à-dire les Noirs, qu'ils aient aussi le contrôle sur le secteur économique. Mais même de ce point de vue-là, c'est discutable. C'est discutable parce qu'on ne peut pas révoquer comme ça l'acquis, surtout d'une personnalité comme Nelson Mandela. Au moins qu'on le fasse, mais qu'on le fasse après débat, après échange, avec l'ensemble de la population et pas seulement les Noirs. Parce que, et puis, à l'intérieur, cela fait déjà belle lurette que l'ANC n'est plus un parti unifié à l'intérieur. Il y a une contestation de plus en plus radicale de Jacob Zuma, de sa personne, de sa gestion, de sa gouvernance, pas seulement de sa gouvernance de l'État, mais de sa gouvernance du parti, de l'ANC. Il y a, et là maintenant tout cela se cristallise sur cet homme qui était un des ministres qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas aux ordres du chef de l'État et qui était pour une forme d'orthodoxie financière au sein de ce pays. Et d'ailleurs, le fait qu'un chef d'État qui a été accusé de corruption, a été accusé de différentes malversations, prenne ce type de mesures sur un ministère aussi clé pour l'économie nationale, ça jette à tout le moins la suspicion. Bon, les apparences sont aussi importantes, y compris en politique, me semble-t-il. Mais je pense que c'est dans ce contexte global, il y a un mélange de sentiments qui fait que la fin de ce... Et puis il y a aussi la bataille pour la succession, hein. On est à la fin du cycle. Pourquoi vous inspire cette situation en Afrique du Sud? Oui, moi je comprends. Vous savez, j'ai eu la chance pendant ma formation politique, d'aller faire un petit stage à l'ANC. Donc l'ANC, on ne devient pas ministre en Afrique du Sud comme je vois dans d'autres pays où c'est un ami des tels, c'est l'oncle des tels, on vous nomme ministre. Il faut être vraiment un cadre, mais vraiment un haut cadre de l'ANC. Voilà pourquoi lorsque les cadres ne sont plus, les cadres représentent quand même une base. C'est des hommes et des femmes qui ont des bases solides et lorsque vous les écartez comme ça du jour au lendemain, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces remue-ménages au sein même du parti. Ça risquerait de fragiliser. C'est comme ça que vous avez constaté que Malema, qui était le président de la jeunesse, a pu créer son parti politique. Il est parti tout simplement parce qu'avec le président Zuma, ça ne marchait pas. Moi, c'est que j'aurais souhaité arriver à la fin de son mandat, c'était de partir la tête haute en calmant les choses, en essayant de voir comment est-ce qu'il pouvait arriver à la fin de son mandat, mais en laissant quand même un parti unifié. Donc vous dites qu'il doit quand même terminer son mandat, Jacob Zuma? Ben, je pense qu'il a un mandat, il a reçu un mandat de la population, il a été élu, il faut qu'il termine son mandat, c'est tout à fait normal, à moins que l'ANC qu'il a élu trouve qu'il ne peut pas. Mais je pense que personnellement, il a reçu mandat, il doit aller. Je suis juriste, je pense que le droit c'est ça. Maintenant,
Si ceux qui lui ont confié ces mandats trouvent qu'il ne peut pas, eh bien, c'est prévu aussi des cas-là. Puisque c'est prévu, on peut faire usage de ces cas-là et pouvoir le démettre. Mais néanmoins, le remous resteront. Est-ce que lui seul incarne ces mécontentements? Je pense qu'aujourd'hui, les balles, c'est vers lui qu'on est en train de tirer, pas vers les autres. Mais les autres représentent quelque chose. Il aurait pu, parce que ce n'est pas 10 personnes qu'il faut mettre de côté comme ça et attendre que rien. Vous vouliez intervenir? Oui, je pense que ce qui se passe en Afrique du Sud, moi, je vois un parti qui a passé tout son temps dans le combat. Et à un moment donné, il a les rênes du pouvoir. Donc je pense que l'ANC est confrontée à la démocratie à l'intérieur même et à l'interne, comme le disait le collègue tout à l'heure. Donc à l'interne, il y a une sorte d'apprentissage de la démocratie au sein du parti. Et maintenant, la démocratie est au niveau national. Et je pense qu'un grand parti comme l'ANC ne pourra pas éviter la naissance des courants à l'intérieur. Et ça, cet apprentissage peut-être va être long. La carrure de Nelson Mandela a occulté certaines choses. Mais après, tout est visible, toutes les fissures vont être visibles. Mais le plus important, c'est comment ces fissures vont être colmatées pour que l'ANC reste un grand parti pour l'avenir de l'Afrique du Sud et aussi pour l'avenir du monde, et de l'Afrique, pardon, parce que l'Afrique du Sud doit être un État moteur dans le développement et la construction de l'Afrique. Merci. Nous avons marqué une courte pause d'un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.